Bienvenue à tous ce soir. On n'est pas excessivement nombreux parce que apparemment c'est une soirée assez chargée. À Druka, il y a la fête des voisins. À Flixecourt, il y a la fête des insoumis. Il y a eu des orages hier, pas mal sur Ville et Druka. Aussi, il y a pas mal de gens qui épongent leur sous-sol, de filmer la conférence. Et puis, on mettra le lien sur Internet. Ça permettra quand même à tous nos adhérents, parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui ne peuvent pas venir non plus, parce qu'ils sont loin, d'assister à cette conférence. Alors, j'ai le plaisir donc de vous présenter Monsieur Claude Brémard, qui se présentera lui-même plus en détail s'il le souhaite. Mais sachez quand même qu'il est de formation scientifique, qu'il a travaillé comme directeur de recherche au CNRS, si je ne m'abuse. Ancien élève du lycée d'Abbeville quand même. Bon. Alors, on lui a bien dit que ici, nous ne sommes pas des étudiants en haute physique, ni haute chimie, mais il nous a proposé, de nous présenter pendant 1 heure à peu près ce qu'on peut savoir, encore que ce soit assez difficile de résumer en 1 heure toutes les positions, comme on disait tout à l'heure, de GIEC et compagnie, mais je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Alors je laisse la parole sur Claude Brémard, qui va nous entretenir de tout ça. Merci bien. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, nous allons nous intéresser au gaz dit à effet de serre et on va s'occuper surtout des concentrations de ces gaz dans l'atmosphère et des relations avec le climat. C'est ça la problématique. Alors là, je vous ai mis une photo, c'est une photo satellite, on voit l'atmosphère, on voit la troposphère, la tropopause, la stratosphère. Et puis on est sur la Terre, vous êtes ici, à Druka, il y a nos lycées. Alors, ça ne vous a pas échappé qu'en ce début du XXIe siècle, on entendait dans tous les médias parler soit de dérèglement climatique, de changement climatique, de réchauffement climatique, enfin, toutes ces choses-là. Et puis, si vous posez la question sur Internet, changement climatique, en français, vous allez avoir 8 millions de réponses, environ. Si vous la posez en anglais, c'est 180 millions de réponses. Alors, vous pouvez travailler avec tout ça, vous pouvez vous amuser. Alors, tout ça, c'est bien à cause du fameux GIEC. Alors, le GIEC, c'est le... je ne sais jamais exactement, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ça a été créé par l'ONU il y a presque 30 ans. Alors, que dit le GIEC? Je ne vais pas... Depuis, il fait des rapports, on est au 5e. Alors, il a toujours affirmé et confirmé, premièrement, qu'il y a un réchauffement du climat global de la Terre, global. Il est constaté depuis 1950. Avant, il y en avait peut-être, mais c'était... Que ce réchauffement est très probablement dû au gaz à... j'ai reconnu, il me semble, quelqu'un. J'aurais pas dû, ça m'a troublé. Que ce réchauffement est probablement dû à l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre et que ce réchauffement, que ces émissions sont produites essentiellement par les activités humaines. Alors comment fonctionne le GIEC? En gros, c'est des gens qui se cooptent. On est à peu près à 2500 scientifiques en permanence. De 130 pays, pour la climatologie, la météorologie et les mathématiques, il ne faut pas l'oublier, les mathématiques. Et tous ces gens-là ont eu comme charge de répertorier tous les travaux publiés sur tous ces sujets et faire une synthèse pour qu'elle soit lisible et accessible aux hommes politiques et au monde. Mais généralement, ces rapports font généralement 800 pages, donc c'est quand même pas évident. Donc il y a beaucoup d'interprétations. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas publier n'importe quoi. C'est des journaux à
comité de lecture. Donc, si vous êtes chercheur, vous proposez un texte. Le comité, soit l'accepte, c'est très rare, soit il fait des modifications mineures, soit des modifications majeures, et bien souvent le refuse. Donc, malgré toutes ces précautions, les conclusions du GIEC ne sont pas du goût de tout le monde, puisqu'il y a des acteurs, un nombre d'acteurs économiques et d'acteurs politiques qui le contestent, et non des moindres. Vous avez le président des États-Unis, le président de la Russie, qui ne sont pas du tout d'accord avec les conclusions et qui refusent absolument l'implication de la responsabilité des activités humaines sur ce réchauffement. Global, je dis bien global. Alors, vas-y, je donne des ordres, là, je suis content. Alors là, n'arrange pas. Alors là, c'est la vue de la société sur ce problème. Alors le passage, évidemment, ce passage-là des activités humaines, voilà, ça c'est sur Internet, tout ça. Alors dans le monde, dans les pays en voie de développement, hein, il y a 40% de la population qui connaît ce problème. Et sur ces 40%, il y en a 90% qui pensent que c'est un risque effectif. Par contre, dans les pays développés, 90% de la population connaît le problème, et 50% de ces 90% estiment que c'est un risque lointain. Et ça ne les concerne pas, et qu'il y a une confiance dans la technologie pour pouvoir s'adapter. Alors en France, là, il y a des... évidemment, ce n'est pas moi qui fais tout ça, hein, il y a des gens qui ont fait tout ça. Il y a 60% de la population qui estime que ce problème, c'est une réalité. Donc normalement, il y en a 60% ici qui estiment que c'est ça. Et qu'effectivement, il y a une responsabilité des activités humaines. Mais il y en a 35% qui disent que ce n'est pas la réalité et qu'il n'y a pas de responsabilité des activités humaines. Et pourtant, les preuves, on va trouver des preuves. Ah, voilà une preuve. Ça circule sur Internet. Vous voulez. Alors, j'aime bien sur Internet, c'est que généralement, ils mettent à jour hein, pour récupérer. Alors, plus sérieusement, non, on ne va pas rester dans les culottes. Alors, il y a des signes, vous voyez les surfaces des glaces arctiques, hein, ça c'est en 1982, ici en 2012, vous voyez que ça a bien réduit, mais il y a aussi l'épaisseur. Et si on voit sur la figure suivante, là, vous voyez que c'est la surface qui décroît. Là, c'est l'été, ça c'est l'hiver. Et puis, vous voyez bien que ça descend. Hein. On en est presque la moitié. Oui. Là, les glaciers, alors, c'est la même chose. Hein. La plus vieille, je ne vous la dis pas, hein, ça se voit. Vous voyez que les glaciers ont bien diminué, du glacier alpin. Alors, on va faire un peu d'histoire. C'est quand même une histoire qui remonte à loin, hein, pas le changement climatique, mais l'effet de serre. Ça vient de Joseph Fourier, célèbre mathématicien pour les séries de Fourier, ceux qui aiment bien les maths. Son terme, effet de serre, vient d'y. Ensuite, il y a un autre monsieur qui est spécialiste en thermodynamique, qui a fait la relation entre les gaz à effet de serre et la consommation du charbon. Et en 1958, il y a un autre monsieur américain qui a suivi la concentration du gaz carbonique dans l'air et qui l'a associé au réchauffement climatique. Alors est arrivé le temps de la médiatisation. Il y a des rapports, M. McNamara qui était un ministre de Kennedy, là c'est en Europe et ça aussi. Et là, il y a eu un constat, élévation de la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère et prédiction du réchauffement climatique. Et en 1988, l'ONU crée le GIEC. Est arrivé après le temps de la politique. En 92, sommet de Rio, premier rapport du GIEC, tout ce que vous connaissez, et 5e rapport en 2015, juste avant la COP 21, où là, il y a eu un accord pour réduire, un accord de principe, parce que quand il va falloir passer au fait, ça ne sera plus la même histoire. Alors, je crois que je suis arrivé là à un moment où je dois remercier l'association Novicen
de me donner l'occasion de mettre mon petit grain de sel sur un sujet aussi important au niveau mondial et aussi médiatisé. Hein. Bon, il faut dire que... Et tout ça dans le microclimat de Drucker. Un microclimat. Alors, je vais vous avouer que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup aimé la limpidité de l'eau de la Drucker qui prend sa source pas loin. Hein, j'ai aimé beaucoup la vie à la ferme du Bois-Boulon avec ces souvenirs qui reviennent. Joseph et Josiane de Caux. Et puis, c'était toujours un plaisir d'aller faire voler mes modèles de planeur sur le camp d'aviation de Bouquetière, qui est maintenant translaté à Saint-Macabuni. Alors, je crois qu'à mon avis, on ne peut pas parler du climat sans parler de l'agriculture, parce que le climat, c'est quand même une condition importante de la culture, des conditions climatiques. Et ça, malheureusement, l'histoire en est plein de ces exemples. Les mauvaises conditions climatiques ont engendré une mauvaise récolte, la disette, la misère, la révolte, les guerres. Et ça, toute l'histoire est faite de ça. Alors, évidemment, l'histoire se répète aujourd'hui. Hein. Alors, la désertification des sols, elle a lieu en Afrique, hein, subsaharienne, l'Asie centrale et certains coins de l'Amérique du Sud, pas dans nos régions. Ça concerne, j'ai des chiffres, 4 milliards d'hectares, 250 millions de personnes, et évidemment le cycle infernal, pénurie alimentaire, famine, instabilité politique, guerre et émigration de masse. Alors parmi les causes, évidemment, il y a le dérèglement climatique, mais on peut en trouver d'autres. Hein. Alors demain, l'Europe, l'Amérique du Nord, les dates d'émergence, d'après les prévisions, c'est 2050. Hein, 2050. Alors la désertification des sols, c'est essentiellement un manque de pluie, mais de pluie bien répartie. Et ça serait la conséquence des émissions mondiales de tout l'ensemble. Hein, on est bien d'accord, hein, si ça focalise, c'est tout l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, en particulier du gaz carbonique, qui, lui, se répand très vite sur toute la surface de la Terre. Alors, l'agriculture, effectivement, participe beaucoup aussi au captage et au recyclage du gaz carbonique de l'air, avec la nature, bien sûr, hein, mais par la végétation. Mais elle contribue aussi aux émissions de gaz à effet de serre, mais à des degrés différents selon les types de pratiques agricoles. Alors, beaucoup de choses ont déjà été écrites et dites sur les relations entre l'agriculture et le réchauffement climatique ou le dérèglement qui va le mener. Alors là, je l'ai bien pris. Il y a un rapport qui date de 2002 du Sénat, dirigé par M. Marcel Deneux, sénateur de la SOP, ex. Voilà. Alors, le titre exact, vous avez l'adresse, vous pouvez le récupérer. Alors, il n'y a pas grand-chose sur l'élevage, mais j'ai retenu cette phrase. Elle est marquée là. Il s'agit de limiter les émissions de méthane, CH4, hein, en chimie, et de protoxyde d'azote, N2O, résultant des déjections animales des élevages intensifs qui risquent d'atteindre 3,3 millions de tonnes de gaz carbonique en 2010. C'est écrit en 2002. Hein. Et à un autre endroit, une amélioration du bilan environnemental pourrait être également obtenue en diminuant faiblement les effectifs des animaux et en modifiant leur mode d'alimentation. Et c'est visible partout, hein. Vous pouvez aller le voir. Hein. Alors, effectivement, depuis, il y a eu pas mal de choses, et en particulier l'INRA. Ça, on n'en rappelle plus, ça. Non, mais il faut avouer que ces rapports-là sont des rédactions collégiales. Il a dû batailler ferme, hein, pour avoir des termes comme ça avec tous les autres. Hein. On les connaît. Hein. Ah ouais. Il a surtout bataillé ferme contre nous. Oui, c'est autre chose. Il a montré qu'il était sénateur. Bon, l'étude INRA, plus récente, il dit des choses
je les ai cités, mais vous pouvez les récupérer. Le changement climatique n'affectera pas seulement la moyenne des températures à la surface de la planète, mais jouera aussi sur l'écart des températures saisonnières amplitude thermique. Je le cite, hein, c'est marqué. Les événements climatiques extrêmes et les ressources en eau, ces modifications auront des impacts sur la quantité et la qualité des productions agricoles et sur l'environnement, et amplifieront les zones d'action de certains ravageurs. Et on trouve plus loin, l'agriculture intensive émet plus de gaz carbonique, de méthane et de protoxyde d'azote que l'agriculture biologique. C'est écrit. La filière de l'élevage hors sol émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que l'élevage traditionnel. Le captage et le recyclage du gaz carbonique par la végétation est efficace pour faire baisser sensiblement la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère. Pour connaître, c'est l'aspect. Donc là, j'ai fait fort pour le. Alors l'agriculture aujourd'hui, je suis obligé, pour bien situer quand même le problème, c'est à différents aspects de l'agriculture. Mais un seul, on retient qu'un seul, la production et l'économie agroalimentaire. C'est le seul qui donne des échanges marchands pour l'économie. La vie des agriculteurs, des agricultrices, santé, biodiversité, ressources et qualité de l'eau, qualité de l'air, pollution, tout ça, et le climat. Il n'y a pas d'échange marchand. Ça pourrait venir, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc pour l'économie, ce sont des externalités. C'est-à-dire, ça ne rapporte pas, mais ça coûte. Hein, Alors, dans l'agriculture moderne, bah oui, elle s'intègre de plus en plus avec les activités industrielles, les financières, logistiques et domestiques. Ça, on ne peut pas le nier, hein, de plus en plus, c'est pas grave. Mais elle garde quand même des liaisons très fortes, j'ai mis très fortes, avec la nature et le climat. Et quand on l'oublie, il peut y avoir des désastres terribles. La nature elle revient rapidement. Avec les dérives, bien sûr, l'industrialisation intensive, hein, quand on oublie d'où ça vient, et la financiarisation des processus naturels, c'est-à-dire ce que fait Monsanto pour faire des brevets avec des choses. C'est aussi une agriculture en crise, je crois que tout le monde, il n'y a pas d'agriculteurs, hein, on leur demande de fournir des produits alimentaires à des prix de plus en plus bas à la production. Tout ça pour satisfaire les exigences concurrentielles de la grande distribution, toujours plus hégémonique et toujours plus mondialisée. Donc ils n'ont pas le poids. Hein. Alors là, dans ce cas-là, il y a la tentation du déni des autres aspects de l'agriculture, autres que la production et l'économie. C'est facile, hein. Quand vous êtes dans des problèmes, votre compte est rouge, vous n'allez pas vous occuper du réchauffement climatique. Alors, donc, l'agriculture et le dérèglement climatique, ça reste un défi d'avenir. Comment l'agriculture peut-elle s'adapter au changement climatique? Chez nous, il y a encore un temps de latence, mais pour les pays d'Afrique, c'est la réalité. Et comment améliorer les capacités de captage et de recyclage du gaz carbonique? Ça, c'est la nature, elle l'a toujours fait depuis des siècles et des siècles. Et puis, bon, on peut aussi, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Bon, alors je ne commente pas le bas, c'était pour garnir. Alors on va essayer de parler quand même de l'effet de serre qui, en langage scientifique savant, c'est le forçage radiatif. Alors là, vous savez, vous êtes là-dessus, hein, vous êtes sur la Terre. Vous ne saviez pas, ben, je n'ai pas vu de requin, mais enfin... Alors, je ne vais pas revenir, hein, vous savez que la Terre tourne sur elle-même, donc il y a le jour et la nuit, et qu'il y a les saisons et les équinoxes, les solstices d'hiver et d'été, bon, donc il y a les saisons. Donc, je ne peux pas m'éterniser là-dessus. Vénus, Mars, on verra ça. Alors, on a quand même des outils pour aller voir ce qui se passe à la surface de la Terre. C'est les satellites météo, on peut baptiser comme ça, et pour l'avoir à la surface du sol et l'atmosphère. Alors, ça, les satellites prennent toute la colonne de l'ensemble. Hein. Donc, il faut l'avoir en tête pour avoir les résultats. Hein. Donc, généralement, il y a tous les spectres du Soleil, c'est-à-dire le visible, mais aussi des caméras infrarouges.
On va beaucoup parler infrarouge. Alors, j'ai mis mon laboratoire, de spectroscopie Raman et infrarouge. I, c'est pour infrarouge, donc vous l'entendrez. C'est un laboratoire qui est mixte entre l'Université de Lille et le CNRS. Alors, première chose, faire la différence entre météo et climat. Alors, météo, c'est tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Hein, vous voyez, soit vous en voyez à la télé. Et donc, vous avez à l'heure, le jour, le mois, les vents, le nuage, l'ensoleillement, ça marche avec, pression, la température, évidemment la pluie, la neige, là on voit les nuages. Et les prévisions, c'est moins de 10 jours. Parce que la météo, c'est un système chaotique, hein, la théorie des chaos. Et on fait toujours l'effet papillon, c'est-à-dire que le battement d'aile d'un papillon aux Caraïbes pourrait être l'initiateur des tempêtes, par exemple, sur nos côtes. C'est une boutade, mais enfin, c'est alors le climat, c'est la statistique de la météo. C'est-à-dire que hein, sur un certain temps, on prend toute la statistique, plus des effets à long terme. Bon, il y a la latitude, les courants marins, les glaces de mer, la végétation au relief. Et les prévisions sont supérieures à 10 ans. Je peux faire le siècle. Alors, vous les connaissez, les principales zones climatiques. Vous avez la zone océanique pour le haut, et vous avez en bas le climat méditerranéen. On sait quand même la différence. Il faut mieux passer ses vacances là-bas. Vous avez des zones arides, et ça, c'est connu, actuel. C'est ce qui risque d'être perturbé par des choses. Alors, on peut remonter à l'histoire du climat sur 800 000 ans. Simplement en prélevant des carottes de glace au pôle sud, au Groenland, par exemple, et dedans, vous avez des bulles d'air qui sont emprisonnées, et par analyse chimique des molécules, des atomes, des isotopes, pas tout ça, vous pouvez remonter à la datation, c'est-à-dire aux dates, et aux températures moyennes. Et voilà le résultat. Hein. Donc en haut, là c'est la température moyenne. Vous voyez que les zones froides, c'est quand même positif. Et vous avez toutes les périodes. Alors ça, c'est dû à un monsieur qui a proposé que c'était la variation de l'axe de rotation de la Terre sur donc le concordance astrale. Alors nous, on est ici. Alors la dernière période glaciaire, c'est il y a 12 000 ans. Hein, et nous, on est en haut maintenant, ici. Et on a peut-être 20 ans avant que ça... 20 000 ans avant que ça retombe en glaciaire. C'est-à-dire que la Terre tourne un peu. Alors, tout ça est valable si, effectivement, l'intensité du Soleil n'a pas varié, puisque c'est la grosse critique. Alors, c'est pas toujours fait. Mais maintenant, avec les mesures satellites, alors ici, il y a l'intensité. Vous voyez, c'est très étalé, hein, l'irradiance solaire. Vous voyez que ça varie en gros tous les 11 ans de 1 millième, donc c'est pas très fort. Et en rouge, ils ont marqué ici le réchauffement depuis 1900, c'est ça? Oui. Donc vous voyez que même pour nous, ici, c'est faible, hein, la température monte, mais le soleil baisse un petit peu. Alors, depuis 10 000 ans, les conditions astronomiques sont analogues, on ne peut pas incriminer du tout un changement d'astre qui a fait changer la température. Il faut se rendre compte. Donc l'énergie solaire disponible sur Terre est constante. Alors, elle est à 99,9%, puisque l'énergie géothermique à la surface, c'est négligeable, sauf quelques éruptions, plus les rayons cosmiques qui viendraient des autres soleils, c'est faible aussi. Donc c'est quand même, toute notre énergie sur Terre, c'est le solaire. Alors c'est quoi le rayonnement solaire? C'est des rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire un champ électrique et un champ magnétique qui oscillent. Alors, évidemment, tout ça c'est caractéristique de la fréquence, hein, donc les fréquences, et on parle plutôt de longueur d'onde. Et l'œil est sensible à ces longueurs d'onde entre 400, j'ai mis des nanomètres, mais 0,4 microns. Voilà. Ça, c'est l'œil qui fait que ça. Autrement, ici, c'est les UV, rayons X, ils connaissent, hein, il y a très peu de rayons.
Et puis l'infrarouge, proche infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio. Et ça, c'est la même, c'est des ondes électromagnétiques. Alors, évidemment, l'intensité varie en fonction de la longueur d'onde. Les zones les plus importantes, c'est le vert, hein, c'est ce que l'œil voit, c'est ce que je vois. Et puis, par contre, nous, tout ce qui est thermique, réchauffement, va s'intéresser à l'aspect infrarouge. On va laisser tomber tout l'aspect visible. Alors, résultat, là, c'est des mesures satellites. C'est en mars, donc on est c'est l'équinoxe. Donc, l'équateur est bien au centre. Et là, on voit que, effectivement, les mesures moyennes, c'est-à-dire que le satellite fait le tour plusieurs fois de la Terre, et on montre qu'en rouge, on a plus d'intensité lumineuse, enfin, qu'au pôle. Ça vous a pas étonné. Le rouge, c'est chaud, et bleu, c'est froid. Tout ça, ils prennent les capteurs sont dirigés vers le soleil, hein, ils tournent comme ça, et voilà ce qu'on obtient. Alors c'est pour faire un résumé, il y a des gens qui travaillent. Donc le rayonnement solaire, ben, il y en a une partie qui est absorbée par l'atmosphère. Je parle de l'infrarouge. Hein. Là, il y a une partie qui est réfléchie par les nuages, parce que vous ne recevez pas sur Terre, et il y a une partie qui est réfléchie, par exemple, par les glaces, et ces choses-là. Vas-y. Ouais, ça va vite, sinon on n'aura pas le temps de le faire. Alors, là, c'est la même chose, le même satellite, mais là, ils mettent les détecteurs vers la Terre, donc ils reprennent tout l'ensemble. Alors, en blanc, vous allez avoir les zones où ça réfléchit beaucoup, c'est les zones polaires, les glaces, et puis là, tout ce qui réfléchit pas beaucoup. Et on va faire la différence des deux. Hein, je ne dis pas l'opération mathématique, vas-y. L'opération mathématique était faite, et là, on a le rayonnement qui est absorbé. Donc en rouge, évidemment, il y a plus de rayonnement absorbé à l'équateur qu'au pôle. Alors, je suis obligé de dire un mot quand même sur la structure de l'atmosphère, parce que c'est quand même pas banal, hein. Il y a quand même... Alors ici, c'est la distance. Hein. La troposphère à 12 000 mètres, c'est là qu'il y a les nuages. Hein. J'ai mis l'Everest 1 000 mètres. Et là, après, on passe à la stratosphère en niveau. Mais là, vous voyez que la température baisse. On est en moyenne à moins 80 quand on est tout là-haut avec les avions. Alors, sachez quand même que l'atmosphère, c'est une enveloppe de gaz qui est solidaire quand même de la rotation de la Terre. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore de vent. Hein, ça tourne en même temps que la Terre. Il y a des nuages dedans, il y a des gouttelettes d'eau. C'est des aérosols liquides et des poussières. On ne les voit pas, mais il y en a pas mal. Et il y a un aspect dynamique, il y a des vents, des tempêtes, et puis la neige. Allez, on y passe. Alors ça, vous allez me dire, on est parti au plus petit. On était dans le grand, on est dans l'infiniment, pas infiniment petit. Là, c'est de l'air. Voilà ce que font les molécules d'air, les molécules d'azote et d'oxygène. Là, c'est fortement ralenti et c'est fortement agrandi. Voilà, c'est un mouvement aléatoire que vous voyez. Vous ne voyez pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand la température augmente, l'agitation augmente. Là, je n'ai pas pu le modéliser. Hein. Tout ça s'agite. Et la pression augmente. On arrive à la composition chimique de l'air. Bon, ça c'est l'azote, majoritaire, l'oxygène, et puis un peu d'argon ici. Et puis, alors ça, c'est ce qu'on appelle les gaz sans effet de serre. Mais je vais donner l'explication. Vous voyez bien que la molécule contient 2 atomes identiques, donc 2 atomes d'oxygène. Et là, c'est l'argon, il n'y a qu'un seul atome dans la molécule. Et là, à côté, vous avez, c'est le petit bout de fromage là. Vous avez l'eau. Il y en a entre 3 et 1% de gaz. Je ne dis pas des gouttes, hein, des gaz. Vous avez le gaz carbonique, il n'y en a pas beaucoup, 4 centièmes de %. Vous avez le méthane, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et puis le protoxyde d'azote, où c'est surtout l'agriculture
qui en est. Vous voyez que j'ai mis les atomes, vous voyez que les atomes sont différents, ça va avoir son importance. Donc vous voyez bien, ici il n'y a pas d'effet de serre, et ici il y a un effet de serre. J'ai 10 mots, effet de serre, on va voir. Alors, il faut aussi donner la durée de vie dans l'atmosphère des gaz. Le gaz carbonique, ce n'est pas un polluant, on ne meurt pas. S'il y en a trop, effectivement, on peut s'endormir définitivement, doucement. Mais s'il n'y en a pas trop, en buvant une boisson gazeuse, je ne dis pas laquelle, c'est pas toxique. Donc ça dure 100 ans aussi, c'est une inertie chimique. Donc c'est le temps de demi-vie, c'est le temps que met la moitié à disparaître. La même chose en radioactivité. Le méthane, c'est 12 ans, le protoxyde d'azote, 120 ans. Alors ici, ce sont les concentrations mesurées dans les glaces. Et vous voyez que tant qu'on était vers 1950, ça reste constant. Mais d'un seul coup, il y a une remontée vers 1950 et les trois augmentent. Par hasard. Alors, on va arriver à pourquoi il y a l'effet de serre, pourquoi il n'y a pas l'effet de serre. Alors, dans l'argon, bon, il y a un noyau, hein, des protons, des neutrons, et puis des électrons. Bon, c'est très bien, il n'y a pas d'effet de serre. L'oxygène, il y a deux atomes identiques, ils s'échangent des électrons pour se lier, et puis tout compte fait, il n'y a pas d'hétérogénéité. Mais par contre, il y a une force de rappel entre les deux atomes, donc on a des vibrations qui sont fonction que de la température, et on a aussi des rotations et des translations. Bon, vous avez vu tout à l'heure. Alors dans cela, là, il se crée des choses. Il y a des charges qui se créent. Et quand ces charges sont soumises à un rayonnement électromagnétique, bah, elles vont faire comme un petit moteur électrique, elles vont commencer à bouger. Hein, ça, c'est les mouvements. Et pour l'eau, c'est pareil. Alors ici, vous avez les mouvements de vibration. Bon, je ne vais pas rentrer, c'est mon métier, je ne vais pas faire tout ça. Mais vous avez aussi des rotations. Et les rotations de l'eau, vous en servez pour réchauffer au micro-ondes. Parce que ce n'est pas des infrarouges, c'est des micro-ondes, mais le phénomène est le même. Donc la grande différence vient de la dynamique moléculaire, c'est-à-dire que ceux-là vont faire, en présence d'un rayonnement électromagnétique, ils vont chauffer par l'activité, par tous les mouvements de vibration. Et c'est ça qui fait la différence entre les autres. Ici, il n'y a pas de charge, donc là. Alors, effectivement, là, je remets le... Vous voyez, ça c'est au-dessus de l'atmosphère, et là, c'est en bas, vous voyez que l'eau et le gaz carbonique absorbent ces énergies. Et absorbent pourquoi? Parce qu'il y a ces mouvements-là dans le gaz carbonique ou dans l'eau. Par contre, pour l'azote, l'oxygène et l'argon, il n'y a rien. La température ne bouge pas. Par contre, ici, simplement l'absorption. Mais ce n'est pas le phénomène le plus important. Alors, le phénomène le plus important, quand la radiation arrive au sol, bien, elle va tomber soit sur l'océan, et là, il y a de l'eau, beaucoup, et ou bien elle va tomber au sol, où vous avez, par exemple, des silicates, des carbonates, enfin, tout ce que... Et là, les atomes sont différents. Donc, ceux-là vont absorber l'infrarouge très fort. Et là, par exemple, pour nous, hein, animaux, enfin, mammifères, nous sommes dans les mammifères quand même, vous avez la peau, l'ADN, mais l'eau liquide va absorber, et c'est ce que va, quand vous allez être au soleil, la chaleur, vous allez ressentir par cet effet-là. Alors là, j'ai mis ce qui se passe sur une molécule biologique, je ne sais plus laquelle, mais enfin, vous voyez, quand ça chauffe, c'est ce qui se passe dans votre corps. Hein, ça se met à vibrer, on ne le sent pas. C'est la dynamique. Sans ça, il n'y a pas d'effet de serre. Alors cette chaleur-là, elle va s'accumuler, mais elle va, au bout d'un moment, arriver à s'échanger. Alors, transfert. Admettons qu'on ait chauffé ce bout de fer avec un four solaire. Vous allez avoir, si vous tenez le bout de fer, au bout d'un moment, vous allez vous brûler, c'est la conduction.
Si vous mettez les mains au-dessus, vous allez avoir l'air chaud qui va monter. Ça, c'est la convection. Et puis, sur le côté, ça serait la radiation. Voilà. Ça irradie. Si on applique ça au sol, vous avez le soleil qui éclaire le sol. Bon, ça, j'en parlerai plus, c'est ce que je voulais mettre en avant, je vais le faire après. D'abord, le sol va se réchauffer, c'est quand même pas très conducteur, jusqu'à une certaine profondeur. Et puis, ici, vous allez avoir l'air chaud qui va monter. J'ai mis une montgolfière pour monter que l'air chaud monte. Puis aussi, vous allez avoir l'air froid qui va descendre. Et ça, c'est l'origine de la météo. Vous avez des dépressions, des anticyclones. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est le point fort de la météo, de toutes ces choses-là. Le vent vient de l'énergie solaire, il n'y a pas de secret. Alors, il faut ajouter aussi l'évaporation de l'eau qui va refroidir, qui va se retrouver dans les nuages. Et une fois qu'elle arrive en basse température dans l'atmosphère, la haute atmosphère, elle va se condenser et là, redonner des calories qu'elle avait prises. Et il y a une dernière partie qui est la radiation, et ça, on va le savoir après. Alors là, toute matière, la vôtre, si elle peut absorber de l'infrarouge, peut aussi en émettre. C'est-à-dire que ces charges partielles ici, quand elles sont dans les mouvements de vibration ou de rotation, elles vont créer un champ électromagnétique infrarouge. Et en fonction de la température, cette émission, il n'y a qu'au zéro absolu, moins 273, qu'il n'y a plus rien. Autrement, vous voyez, ça augmente, puisque les composés sont différents, tout ça c'est une moyenne. Si vous êtes à température ambiante, vous avez une émission infrarouge qui est centrée à 10 microns, mais qui s'étale sur tout l'ensemble. Donc là, effectivement, tout ce qui porte des charges, mais il n'y a qu'un composé qui me vient à l'esprit qui n'absorbe pas, qui n'émet pas d'infrarouge, c'est le sel de la soupe, NaCl, ça n'a pas de vibration. C'est le seul que je connaisse. Voilà. Alors, pour vous faire bien matérialiser ce que c'est que l'infrarouge, bon, vous avez des caméras de surveillance ou bien des petites caméras que vous acheter. Donc là, c'est pour voir s'il y a des voleurs à votre maison la nuit. Donc en infrarouge, il n'y a pas de couleur. L'infrarouge, c'est une nuance de gris. Vous voyez que. Et c'est bien la source d'émission, c'est quand même les corps qui émettent. Alors on peut faire des couleurs artificielles. Vous voyez, on peut prendre la température, normalement. 37 degrés, c'est le jaune. Et en bas, les lunettes, elles ne sont pas à 37, elles sont à 25. Alors là, c'est les gens qui téléphonent. Vous voyez, avant, thermographie. Et puis après le téléphone, c'est la température. Ah bah oui. Bah oui. C'est pas les effets des micro-ondes, là c'est vraiment thermique. Alors là, c'est quoi ça? Vous avez aimé ça. C'est une bouteille de champagne versée dans une flûte et prise par une caméra infrarouge, une petite, et qui montre comment le gaz carbonique s'échappe et comment il faut verser pour pas que... Vous voyez, c'est détecté. Donc, il émet une certaine température thermique qui est détectée par une simple caméra. Alors là, on peut aller plus loin. Ça, c'est toutes les fuites thermiques d'une ville, c'est Paris, je pense. Donc, vous voyez, et puis, si on étend, on va plus loin maintenant, si on étend. Voilà, si on étend, là, c'est le rayonnement solaire, et là, c'est ce qui est émis par la Terre. La moyenne, c'est-à-dire qu'il y a les océans, la végétation et tout ça. Donc, on a, à température ambiante, un rayonnement thermique terrestre. C'est ça le point clé de l'effet de serre, qui est à peu près centré vers 10 microns. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le voir, mais une méchante caméra permet de le voir. Alors, donc maintenant, ça, PRG, ça veut dire potentiel de réchauffement global. Donc, le réchauffement, il peut absorber le rayonnement thermique. Donc, c'est l'atmosphère, il va absorber l'eau.
va absorber son infrarouge. Donc ça va chauffer. Il va l'absorber par le mouvement de rotation simplement. Hein. Exactement le même phénomène que dans votre micro-ondes. C'est un peu plus loin, mais vous voyez que l'absorption de l'eau s'étend très loin. Le gaz carbonique, il absorbe. Là, on ne l'a pas parce qu'il y a d'autres phénomènes. L'ozone, mais l'ozone n'est pas un gaz à effet de serre normal, il est aussi polluant. Hein. Il est créé dans l'atmosphère. Ici, le méthane, vous voyez le potentiel, hein, 28 fois plus que le gaz carbonique. Le protoxyde d'azote, c'est 300 fois plus. Là, il n'y a rien pour l'oxygène et l'azote. Il n'y en a pas. Alors, si on additionne toutes ces absorptions, on voit qu'il y a quand même un trou ici. Et là, ça permet au rayonnement thermique terrestre de s'échapper vers l'espace. Hein, c'est cette partie. Sinon, tout le reste est absorbé. Et ça réchauffe l'atmosphère, mais aussi j'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas compliquer, les nuages. Les nuages captent beaucoup du thermique du sol. Hein. Alors, là, c'est une image satellite qui montre que ce qui est perdu par le rayonnement thermique terrestre, ce qui passe dans l'espace. Et c'est capté par une caméra infrarouge, en balayant toute la Terre, hein, bien sûr, pour faire l'ensemble. Donc le Sahara, plus c'est rouge, il a plus de pertes que les autres. Alors, pour rassembler ça, ici, donc c'est l'émission thermique terrestre. Donc il y a une partie qui s'en va, qui est prise par les nuages et qui va réchauffer, et une partie qui est reprise par les gaz de toute l'atmosphère, et c'est émis dans toutes les directions de l'espace, et une partie retombe sur Terre, enfin retombe, est dirigée par la Terre. Et tout ça va donner effectivement l'effet de serre global. Alors il faut tenir compte aussi d'une chose qui n'est pas forcément dans l'esprit, c'est que l'atmosphère n'est pas continue. Hein. On a quand même des concentrations de gaz très fortes au niveau du sol qu'on n'a pas en haute atmosphère. Donc ce n'est pas quelque chose de linéaire. Et puis il y a les nuages. Alors, vous allez me dire, comment peut-on se rendre compte de l'effet de serre sur Terre? Ben, quand on est tout seul comme ça, d'abord c'est la nuit qu'on peut s'en rendre compte. Et on peut se rendre compte que quand il y a une nuit sans vent, avec des nuages. Et là, c'est bien rare qu'il y ait du gel. Par contre, si vous avez une nuit dégagée, vous risquez d'avoir du gel. Il n'y a que ce seul moment où, personnellement, vous pouvez ressentir l'effet de serre. Sinon, autrement, aucun moyen. Alors, on va voir pourquoi il s'appelle effet de serre. Vous allez me dire. Ça date historique. C'est historique, en fait. C'est un effet radiatif. Alors, quand on prend une serre, bon, généralement, c'est transparent à la lumière solaire. Hein. Une fois que ça arrive au sol, ben, il y a l'émission thermique. Bon. Et puis, ce qui traîne depuis des siècles, c'était de dire que le verre et le plastique absorbent l'infrarouge et que, en fait, ça renvoie la chaleur comme ça. Donc, c'est un effet de serre. En fait, c'est faux. Si on met ici un matériau transparent à l'infrarouge, genre une ACL, ça ne change pas grand-chose, c'est très faible. Donc, le véritable effet de serre, c'est la convection. Et si vous ouvrez là-haut, tout ça s'en va. Donc, l'effet de serre n'est pas un effet de serre, c'est un effet radiatif. Mais le nom est resté, et tout le monde parle d'effet de serre, et ça n'est pas du gaz, ce n'est pas l'effet d'une serre. Alors voilà un résumé par GIEC, hein, c'est pas moi. Vous avez ici le forçage radiatif dû au gaz carbonique. Ici, je ne le vois plus bien, il y a le protoxyde d'azote, il y a les halocarbures. Alors, les halocarbures, c'est tout ce qui sert à votre frigo. Il y en a très peu, mais alors il est tellement fort que toute la climatisation, les pompes à chaleur, tout ça, ça utilise un liquide réfrigérant. Et s'il y a des fuites, le méthane est là, N2O, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez l'ozone qui était là. Tout ce qui est rouge, ça va dans le sens du réchauffement. Tout ce qui est bleu va dans le sens du rafraîchissement. Sachant que les nuages, il y a une partie qui arrête le soleil direct, mais comme ils absorbent aussi
dans l'autre sens, le thermique de la Terre. Alors l'effet global, il est là. Puis le Soleil, vous voyez, il y a un petit effet qui est quand même très faible. Et là, c'est l'effet net des facteurs anthropiques des activités humaines. Alors, on arrive alors, ce que vous voyez défiler, c'est les mois. Hein. Ça va très vite. Il ne faut pas mépriser le fort de la dynamique. Vous voyez que c'est les températures. Alors, en rouge, les fortes températures. Et en bleu, les plus faibles. Vous voyez qu'en fonction du mois, tout ça varie. Et que l'on a des variations de moins 40 à plus 40. Regardez ça en mémoire. Vas-y. Alors, quand on parle des cartes de température du réchauffement climatique, on annonce royalement un demi-degré, ici un demi-degré, mais c'est global. Alors les gens ne s'en rendent pas compte puisqu'on a des écarts thermiques sur une année de 80 degrés et puis on parle de 0,5. Mais là, c'est un effet global pour l'ensemble de la Terre hein, qui n'est pas spectaculaire tout qu'on fait. Mais pourtant, c'est un outil extrêmement important pour valoriser tout le réchauffement du climat. Surtout qu'il n'est pas inégal. Vous avez ici les océans, c'est un demi-degré sur un demi-siècle. Et ici, l'hémisphère nord, c'est 1 degré. Hein. Moyen. Donc, au milieu de toute la variation, dans une journée, vous pouvez avoir 30 degrés chez nous. Hein. Donc, ce n'est pas spectaculaire. Les gens ne sont pas très... Alors, on peut faire ici une corrélation, c'est-à-dire en vert, vous avez les concentrations dans l'atmosphère du gaz carbonique. Vous voyez que le réchauffement suit à peu près, moyen, suit à peu près là. Mais il y a quand même des choses qui varient parce qu'il y a aussi des variations naturelles du climat. Donc, ce n'est pas très facile. On fait des corrélations. Une corrélation, c'est-à-dire que ça varie dans le même sens. Il faut avoir une corrélation négative. La surface des culottes, par exemple, ça serait une corrélation négative par rapport au réchauffement. Vous pouvez tout faire. Vous savez la différence entre corrélation et causalité? Non. Bon, je vais prendre un exemple. Les Suisses ont la réputation de manger beaucoup de chocolat. Ils ont aussi la réputation d'avoir le plus grand nombre de prix Nobel. Alors, vous pouvez faire la corrélation, chocolat, prix Nobel. Mais si vous l'appliquez à vous-même, si vous mangez du chocolat, vous allez être peut-être prix Nobel, mais enfin, ça m'étonnerait. Vous voyez la différence? En médecine, il y a quand même beaucoup de corrélations. Ce ne sont pas des causalités. Vous avez compris le sens? Donc, on peut faire des corrélations. Oh, mais ce n'est pas une preuve. Alors là, c'est là qu'interviennent les systèmes de modélisation. Alors, c'est une énorme entreprise où il y a 24 équipes internationales, peut-être plus maintenant, et qui font un travail gigantesque, bien subventionné maintenant. Alors, la surface de la Terre est découpée en rectangle. Hein, on y va à 100 km sur 100 km, mais ça fait quand même beaucoup de cellules. Et puis, l'atmosphère est coupée en 1 km. Mais si on a des ordinateurs surpuissants dans la suite, ils pourront faire des mailles beaucoup plus petites. Sachant qu'un nuage, c'est quand même très petit par rapport à ça, c'est pour ça que c'est limité. Alors, c'est les modèles couplés, c'est-à-dire qu'il y a les modèles, tous les phénomènes qui se passent dans l'atmosphère, c'est-à-dire il y a les continents, les océans, donc tout ça est mis sous l'expression mathématique. La météo rentre là-dedans, mais il n'y a pas que ça. Et après, il faut faire des calculs numériques massifs pour simuler. On peut simuler tout, la température, les pluies, et tout ça en fonction de la teneur en gaz à effet de serre. Donc, je vais aller passer vite sur tous les détails. Enfin, j'ai mis que les... Donc, ils traitent de la dynamique atmosphérique, la surface des continents, la végétation, et aussi des gaz à effet de serre. Circulation océanique, il y a les effets de serre qui interviennent. Donc, ils font toutes les équations mathématiques, il y en a, interaction et déroulement dans le temps. Alors, tout ça donne des éléments d'entrée, après calcul, on obtient des résultats de sortie. Alors, la première chose, c'est de
simuler, de reproduire les climats du passé. Première preuve que le climat, la modélisation est quand même suffisamment correcte. Alors, tous les types de modélisation reproduisent correctement le climat du passé. Et tous les types de modélisation, bon, ils se ressemblent, hein, prédisent un réchauffement du climat, avec une concentration, une augmentation des concentrations des gaz à effet de serre. Alors, en ce moment, il y a des perfectionnements avec des nouveaux ordinateurs surpuissants. Alors, c'est ce qu'il y a de plus gros. On passe au résultat. Alors, première chose, vous voyez que la température moyenne, c'est quand même quelque chose de bien utile, puisque là, vous avez la simulation des hausses de température moyenne de la Terre. C'est quand même un outil peut-être pas spectaculaire, mais qui est bien représenté. Alors ici, en ligne noire, vous avez le XXe siècle. Vous voyez que les incertitudes des différents modèles, c'est ce qui est en zone grise, c'est quand même pas si mal. Et si vous vous retrouvez, par exemple, on arrive dans le présent, vous avez, je prends le jaune ici. Si la simulation était faite sur les valeurs actuelles de tous les gaz à effet de serre. Voilà ce qui arrive. Ça monte quand même, hein. Même si vous arrêtez, on aura un petit degré globalement. Hein. Ça ne veut pas dire que chacun va avoir son petit degré. Il y a des zones qui vont être plus que d'autres. Il y a des pluies qui vont tomber plus à un endroit. C'est ça le dérèglement. Alors si vous prenez un scénario vertueux, c'est-à-dire qu'il y aura des réductions des émissions, vous allez vous retrouver là, mais ça veut dire qu'au bout du siècle, on se retrouve quasi à 2 degrés, et si on fait un scénario moyen, vous allez avoir quand même pas mal, et si on fait comme d'habitude, on laisse tout aller, alors là, est-ce que ça justifie le reste? C'est ça qui fait peur. C'est loin. Voilà, l'état d'esprit. Alors, ici, ça montre que l'effet de serre n'est pas égal dans toute la sphère de notre planète. Vous voyez qu'il y a des zones beaucoup plus concernées. Là, on est avec un scénario vertueux, on est en 2050. Vous voyez que c'est quand même les pôles qui prennent le plus. Bon, il y a des zones ici où il n'y a pas trop grand-chose. Et ça, c'est la modélisation. Hein, à la fin du siècle, vous voyez que ça commence à devenir sa façon brifort. Alors, si on continue comme d'habitude, voilà ce qui est prévu. Et à la fin du siècle, ça fait 8 degrés. Alors, il n'y a pas que la Terre hein, qui a des effets de serre. Vous avez Mars. Alors, Mars, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, la température théorique due à la distance entre le Soleil et la Terre donnerait moins 60. Comme il y a une petite atmosphère, la température réelle, moyenne, c'est 55. Moins 55. Pour la Terre, il y a une température théorique, c'est-à-dire sans effet de serre, qui est moins 18. Heureusement qu'il y a un effet de serre depuis toujours. Hein. Et là, actuellement, il est de plus 15. C'est quand même plus sympa. Mais s'il y a des traces plus élevées, ça peut monter à 17, 18 degrés moyenne. Vénus. Alors, Vénus est plus proche du Soleil, donc température théorique plus 160. Donc, les gens qui veulent faire des voyages interplanétaires, ils peuvent s'y aller, mais il faut qu'ils ramènent d'abord l'horaire, leur eau et compagnie. Hein. Alors, à Vénus, là, on a une atmosphère équivalente à 90 fois ce qu'il y a sur Terre, et tout ça en gaz carbonique. Vous voyez que la température théorique, c'est 160, et avec l'effet de serre, c'est 460. Ça chauffe. Hein. Donc ça prouve que ça chauffe quand même. Si vous allez sur Vénus. Et Mercure, bon là, il n'y a pas d'atmosphère, qui est plus proche du Soleil, donc 260, et la température, c'est 260. Alors, je prends gaz par gaz, je vais aller vite, hein, mes pourcentages, je ne vais pas. Ça, c'est la vapeur d'eau. Alors, j'ai fait un classement en combinant tous les émissions, parce qu'il y en a beaucoup sur Internet qui font des émissions des naturels
et à côté, celles qui sont dues aux activités humaines. Comme on ne sait pas bien faire la différence, alors moi j'ai tout mélangé, et je me suis dit que donc on fait le calcul, ça fait 45% d'effet de serre qui vient de la vapeur d'eau. Et ça, c'est depuis l'origine des temps, hein. Ça n'a pas varié. Donc il y a quand même 45% qui vient de la vapeur d'eau. On y va. Alors, une fois qu'on est dans l'eau solide, ça c'est une simulation qui montre que l'eau liquide est solide, eh bien, il y a un effet de serre de 14%, hein, c'est les nuages. Mais comme on se rappelle que quand il y a des nuages, il n'y a pas de soleil sur Terre, en fait, ça réduit de 30%. Quand il y a des nuages, vous n'allez pas avoir. Par contre, ça contribue à l'effet de serre à 14%. Alors, les pluies mondiales, on peut les simuler aussi. Vous voyez que ça, c'est les mois qui défilent sous les... Donc, c'est pas régulier, vous voyez. Hein, parce que je n'ai pas pu le faire, mais... Donc, ça, c'est la pluie qui est modélisée. Et ça représente bien à peu près ce qui est fait de mesurer. Alors là, on est le gaz carbonique. Là, c'est la concentration au cours du 1000 ans, et ça monte. Alors, quand vous voyez là, c'est les dernières années, quand vous voyez des choses comme ça veut dire qu'il y a des phénomènes naturels qui entrent en jeu. Donc, c'est en fonction de la saison. Alors, je ne vais pas faire le détail, il y a des sources d'émissions. Quand c'est à peu près constant, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, c'est que les entrées sont égales aux sorties. Donc, le gaz carbonique, c'est actuellement 30% d'effet de serre. Tout. Hein, donc en doublant, effectivement, mais ce n'est pas des phénomènes linéaires. Alors, les sources de disparition, ben, c'est la végétation, hein, les océans qui piègent, et la végétation. Je suis obligé d'aller vite. Alors là, ça montre simplement, c'est la concentration de gaz carbonique. En fait, c'est quasi homogène, mais vous voyez qu'il y a quand même des différences vues par les satellites. Alors là, c'est la capture du gaz carbonique atmosphérique par les océans. Alors les océans, ben avec l'eau, ça solubilise le gaz carbonique, et ça en prendrait 25 millions de tonnes par an. Et ça, il y a un recyclage. Le gaz carbonique agit avec la lumière plus d'autres choses pour donner du phytoplancton. Et c'est le début de la chaîne alimentaire, le zooplancton, les poissons, ainsi de suite. Donc ça piège du gaz carbonique. Alors le stockage, ben, c'est dans les coquilles. Hein. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y en a quand même un gros stock. Ça fait la craie qu'on a sous les pieds. Hein. C'est du stockage de gaz carbonique. Et puis la réémission, mais il y en a très peu. Par là, il y en a très peu. Je n'ai pas de chiffres. Donc ça veut dire que ça contribue à faire baisser le gaz carbonique de l'atmosphère. On va baisser l'effet de serre. Alors, par la végétation. Alors, la végétation, ben, on va prendre avec la lumière, ça va faire la photosynthèse, on va avoir des végétaux. Et ça piège, j'ai des chiffres, mais sont-ils 120 milliards de tonnes par an de gaz carbonique. Et ça, depuis l'origine des temps. Hein. Donc, vous voyez comment ça marche, hein. Un soleil. Alors, une petite chose ici, les forêts et les pâtures permanentes, ça piège 1,58 tonnes de gaz carbonique à l'hectare par an. Une terre cultivée, c'est la moitié. Alors, mais il faut savoir que aussi la végétation, si elle consomme, elle capture du CO2, elle respire. Alors on voit aussi du gaz carbonique dans l'air, à peu près. Donc le bilan total, c'est la moitié quand même. Hein. Oui, elle est comme nous, elle respire, hein, les blancs. Donc il y a une partie qui s'en va. Alors, il y a une autre façon d'avoir des émissions par la végétation. Quand les végétaux meurent, ils arrivent au sol, par les micro-organismes, tout ça, ça travaille. Il y a le petit monde, le peuple du sol travaille, il y a toute une chaîne complète pour arriver à dégager du gaz carbonique et de l'humus, hein, ce que vous avez dans votre jardin. Le fumier, il s'en va toujours. Hein. Vous mettez des mauvaises herbes, soi-disant, ça va disparaître. Et c'est cette opération-là. Donc cette opération-là est fonction de la température. Si vous êtes en Afrique, en 2-3 mois, c'est fait. Si vous êtes au pôle, ça ne se fait pas si rapidement. Le labourage d'une pâture permanente, hein,
ça nous fait 3,3 tonnes de COD dégagées par les micro-organismes par an. Et à labourage normal, c'est 1 tonne de gaz carbonique qui s'en va dans l'atmosphère. C'est-à-dire quand on laboure. Pourtant, on a toujours... Alors, par la chaîne alimentaire, les animaux. Les animaux respirent, ils font comme lors d'éjection. On a les nôtres aussi, il ne faut pas avoir peur. Toutes les matières animales. Non, non, mais il faut savoir que c'est les mêmes. Hein. Bon, il y a j'ai des chiffres, 1,7 milliard de bovins, toutes ces choses-là. Les humains, alors la respiration des humains, on a quand même 7 milliards et demi d'humains. La respiration, j'ai trouvé un chiffre, 2,3 milliards de tonnes de gaz carbonique. Alors, par contre, c'est en gaz carbonique, hein, là. Bon, on va passer. Alors, là on trouve bien la civilisation. Là, il y a les feux naturels. Et là, j'ai mis tout ce qui était combustion. Il y a le chauffage, tout ce que vous voulez. Il y a ici beaucoup la production d'électricité aussi. C'est 60% de thermique. Donc là, chaque fois qu'il y a un clic d'ordinateur, ça déclenche tous les relais qu'il y a, les data centers, toutes ces choses-là, et c'est plus qu'une feuille de papier. Hein. On l'oublie, ça. Hein. Les data centers, ça chauffe. Hein. Stocker ces photos de famille à une grande distance aux États-Unis, ça coûte en gaz à effet de serre. Sauf s'il est nucléaire. Et s'il est nucléaire, il y a d'autres problèmes. Bon, si vous chauffez, vous allez faire ça. Les bateaux, ça fait pas mal. Les avions, ça en fait. Et je ne parle pas des gaz polluants. Hein. Et puis ça, vous le connaissez, vous le vivez tous les jours. Tout ça parce qu'il y a la combustion. Du carbone et de l'oxygène, ça donne du gaz carbonique. Et du méthane, j'ai pris 2 oxygènes, ça donne du gaz carbonique et de l'eau. Et ça, c'est 30 milliards de tonnes par an. C'est là qu'on peut se poser quand même des questions sur les réductions. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors, évidemment, il y a des technologies pour piéger. Alors, si vous vous souvenez, il y avait un scientifique qui s'appelait M. Allègre, on n'est pas d'accord. On comprend. Il s'était fort investi pour avoir beaucoup de financement pour faire le piégeage du gaz carbonique souterrain. Et sachant que quand on veut piéger du gaz carbonique, d'abord il faut le collecter, et ensuite il faut apporter de l'énergie pour le compacter, le transporter et le mettre dans des sites sans fuite. Parce que s'il y a des fuites, il y a des villages entiers qui peuvent bien s'endormir tranquillement. Hein, c'est certain. Donc voilà. Alors il y a d'autres choses. Ben, ça va peut-être voir le jour, hein, mais pour l'instant, il y a des essais, mais c'est pas... Alors il y a une conversion, là, si je parle en tant que chimiste, la conversion solaire, poser du gaz carbonique, vous pouvez faire repasser directement en méthane, le brûler, ainsi de suite. Ça marche, mais il faut apporter une énergie, et c'est l'énergie solaire qui pourrait l'apporter. Ça marche, mais le rendement est tellement faible que c'est 1 ou 2%. Donc actuellement tout ça ne fait pas réduire la concentration de gaz atmosphérique en gaz carbonique. Alors là, c'est rien, alors là, c'est pour vous montrer que la concentration qui était faite dans les glaces polaires est tout à fait cohérente avec ce qui est mesuré ici dans l'atmosphère. Hein. Et ici, vous avez le flux de carbone. Bon, c'est en anglais, mais ça ne va pas vous gêner grand-chose. Ici, c'est le flux de combustion des énergies fossiles. Et là, c'est la capture. Vous voyez qu'il y a un déficit qui est grandissant. Donc, tant que la nature n'arrive pas à rattraper ça, c'est le constat. Alors, on peut faire la même chose que le méthane. Hein. C'est 28 fois plus, comme il y en a moins. Mais, vous voyez, les concentrations mesurées depuis 10 000 ans, vous voyez que ça augmente aussi depuis 1900, à peu près la révolution industrielle. Et là, on voit qu'il y a des phénomènes naturels, puisqu'il y a un cycle qui s'opère. C'est 6% à peu près de l'effet de serre. Alors, comment ça se voit entre 2008 et 2011, vous voyez, sur le pôle, plus c'est rouge, plus il y en a. Et ça augmente.
ça augmente. Alors là, vous voyez, c'est pas réparti de façon homogène sur tout l'ensemble de la planète. Hein. Vous voyez qu'il y a des zones où il n'y en a plus d'émissions qu'ailleurs. Bon, c'est en fonction des mois, mais là c'est assez ralenti. Vous voyez que c'est pas pareil partout. Alors ici, c'est les rizières hein, qui envoient naturellement du méthane. Parce que le méthane vient de la putréfaction, mais en l'absence d'oxygène. Et ça, c'est le gaz des marais. Vous pouvez voir des remuées, vous avez les bulles. Alors là, c'est un truc satellite. Alors en bleu, c'est l'endroit où il n'y a pas beaucoup de méthane. Et en jaune et en rouge, c'est où on peut voir tous les puits des gisements de gaz de schiste. Il n'y a pas de fuite, mais si, il y en a. Ah oui, c'est sans pitié, ça. Hein. Mettez du gaz de schiste, vous allez en avoir. Bon. Alors ça, c'est le cratère de Pergisol, c'est Permafrost. Ça, c'est en Sibérie. Ben oui, tout le méthane qui était piégé dans tout ce qui était froid arrive à ressortir. Alors ça fait des cratères de 30 mètres de diamètre, 80 mètres de profondeur. Vous pouvez l'avoir sur Internet, hein. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, les Russes... L'ozone. Alors l'ozone, pareil. Alors on ne connaît pas le facteur, mais en gros, c'est 2% d'effet de serre. Mais l'ozone, lui, est toxique aussi. Donc il a les deux. L'ozone troposphérique, c'est celui qu'on voit, hein, celui qu'on suppose respirer. Par contre, le stratosphérique, c'est bien une réaction chimique, photochimique, sur la haute atmosphère. C'est pour nous protéger des UV. Voilà. Alors, l'ozone vient de la pollution de toutes les conditions, ça donne des dioxydes. Les NOx, ils appellent ça. Hein. Vous voyez, là, c'est la cartographie. On voit bien que c'est les continents qui le donnent. Il y en a beaucoup en Chine. Et alors ça, avec les composés organiques volatiles, c'est souvent naturel. Je veux dire ça, composés organiques volatiles, les parfums, par exemple. Bon, il n'y a pas une contribution scientifique, mais enfin, ça fait une réaction photochimique qui va donner l'ozone. Et ici, vous voyez la carte de l'ozone. Hein, c'est donné... Et ça, c'est bien dû à des activités humaines, ça va, cette ozone-là. Alors, bon, vous voyez que les Français, quand même, les Français, ils sont là. Bon, ça, c'est le moyenne du monde. La Russie, elle est mieux que nous, mais là, c'est les Américains. Bon, l'Arabie Saoudite, ah oui, ils ont besoin de chauffer, mais bon. Ça, c'est... Je ne peux pas contester ça, ce qui est donné. Hein. C'est en quantité globale, c'est pas par habitant. Non, quand même pas, quand même par habitant. Non, mais une moyenne par habitant, disons. Oui, on peut le mettre, hein, divisé par le nombre d'habitants. Voilà. Ah ouais. Parce que c'est vrai que les Chinois, par exemple, produisent plus de gaz à effet de serre, mais non, ils sont 1 milliard. Je dis bêtise, tonnes de CO2 par personne. Par personne. Ah ouais, je pensais quand même. Ouais. Quand même. Ah bah les Chinois, ils sont... Ah, la Chine, ils sont longs. Ah oui, son loin. Oui, Brésil, Chine, voilà. Mais partout, mais en ville, ils sont plus forts que les autres. Hein. Mais ils ont vu le problème. Hein. Ils vont en faire des systèmes. Alors, on passe. Alors, on vient, vraiment pourquoi je suis ici quand même. Vous avez ici un élevage herbe et foin. J'ai pris des deux extrêmes. Hein. Bon, il est sur l'herbe en permanence. Captage de CO2, pâture permanente. Donc ça retire une tonne 8 par hectare et par an. L'émission, bon, je n'ai pas comptabilisé les CO2 de respiration des bêtes, ni la respiration, mais c'est déduit, la respiration de la végétation est déduite ici. Et vous avez une émission de méthane par la digestion des ruminants. Donc c'est des rots, hein, c'est pas des pets, comme les gens l'ont dit. On se trompe tout le temps. C'est des rots. Mais on peut calculer pour les humains, c'est 1 litre, hein, je pense. C'est à peu près 1 litre de méthane par jour. Alors, les émissions sont faites parce que quand il y a la déjection qui arrive sur le sol,
il y a absorbé, il y a tous les micro-organismes qui viennent se nourrir, en particulier les bousiers. Tout ça, c'est les travailleurs du sol. Hein. Ils travaillent gratuitement. Voilà. Et donc, c'est très faible. Par contre, ici, bon, je ne fais pas de dessin, captage de CO2, ben, c'est la culture du maïs ou du soja. Soja, pas ici, mais dans l'Amérique du Sud. Capture, effectivement, 0,9 tonnes par hectare et par an. Et ça émet, si on laboure, c'est souvent pour faire du maïs, il faut labourer. C'est 1 tonne par hectare et par an qui s'additionne. Et si on défriche une pâture permanente ou une forêt amazonienne, c'est 3,3 tonnes qui s'additionnent. Aux émissions de méthane, bon, ben, il y en a un peu plus. Il y en a, j'ai même vu qu'il y avait 500 litres par certaines nourritures, enfin, chargées. Et les émissions, je n'ai pas trouvé de chiffre, mais là, c'est le lisier qui n'est... Comme il n'y a pas les travailleurs du sol qui viennent le faire, ça se fait tout seul. C'est surtout le lisier, pas le lisier, au moins. Et là, bon, ils vont faire des injections à l'intérieur du sol maintenant, qui devraient limiter ça. Mais... Alors, j'en reviens quand même, je dis un mot quand même sur l'émission du méthane entérique des animaux. C'est en fait un procès pas tellement équitable pour les vaches. Parce que la vache va manger de l'herbe, et si cette herbe n'était pas digérée, de toute façon, elle produirait, pas du méthane si elle est enfouie dans un marais, mais elle produirait de toute façon du gaz carbonique, à plus longue échéance. Donc en fait, on est revenu au point de départ. C'est pour ça que quand je vois j'en ai jamais parlé volontairement, des émissions par secteur d'activité, c'est toujours trompeur, parce qu'on fait passer sur le voisin ce qu'on ne veut pas avoir dans sa zone d'activité. Hein. Mais ça, sur Internet, vous allez trouver tout ça. Et alors qu'en fait, non, tout est global. Que les végétaux passent par notre tube digestif et qu'on fasse l'héros et le reste, ça revient quasi au même. Mais on n'est pas des ruminants, on n'a pas le même système, on émet moins de méthane. Mais on en a quand même un petit peu. Je pense. C'est juste un livre. Ce qui sent, c'est très peu, hein. C'est même pas un centième. Et ça sent bien. Voilà. Et je termine par quelque chose. Donc il faudra quand même de l'eau, du soleil, des agriculteurs et des vaches. Là, c'est une Bretonne qui était en photo sur le dernier salon de l'agriculture. Et puis pour les gens qui aiment le fromage, hein, vous voyez quand même. Mais ici, il n'y a pas beaucoup d'appellations, c'est marrant. Vous pourrez avoir une idée. Il y a le fromage de vache. Oui, si vous voulez. Enfin, ah oui, c'est bien. Moi, j'ai rien dit. Hein. Non, mais c'est suggéré, je le vois bien. Vous embêtez pas trop longtemps? Non, ça va. J'ai fait au plus court. Très bien. Pensez pas. C'est très bien, c'était très instructif, suffisamment précis. Et suffisamment compréhensible pour des néophytes. Pour moi, ça l'était déjà, j'ai beaucoup ramé. Non, mais il y a beaucoup d'éléments quand même qui sont intéressants, même pour nous. Bon, alors on termine un petit peu sur le côté agriculture, mode d'élevage. Ça c'est très intéressant quand même. Parce qu'on s'aperçoit quand même que finalement toutes les activités humaines ont un impact sur la chimie de l'ensemble de la planète en tant que, je dirais, organisme global. Et ce qu'on fait, ce qu'on choisit de faire, ben, ça a des conséquences directes. Pas très visibles actuellement. Pas très visibles. Dans nos régions. Vous avez vu l'Éthiopie, vous avez malheureusement ce que c'est l'enseignement infernal de la disette jusqu'à l'immigration. Et là, il faut le voir. Sinon, autrement d'ici, bon, il n'y a pas encore un réchauffement climatique. Le trait de côte qui est quand même relativement attaqué. Ah, vous voulez savoir combien la mer monte? Non. Si, oui, allez-y. Bon, alors, vous savez qu'il y a des marais chez nous. Oui. Ça fait presque 10 mètres. 10 mètres de différence.
On a aussi les vagues. Ça peut faire quelques mètres. Et on nous annonce, et ça c'est pas la modélisation, c'est le constat, ça a augmenté de 20 centimes. Par contre, des tempêtes, conjuguées avec des marées, ça peut monter de plusieurs mètres. Et c'est là que les gros dégâts se font, sur mer en particulier. C'est là. Mais on a vu les retraits de côte s'accélérer ces dernières années, malgré tout. Mais c'est par des mouvements qui viennent au moment des tempêtes, essentiellement. C'est là que ça casse. Oui, mais ça s'accélère, donc il y a une explication au fait que ça s'accélère. L'explication, je la prends, c'est pas moi qui peux mesurer la mer, hein, c'est 20 cm en un siècle. 20 cm. On a l'impression quand même qu'il y a un changement important. Moi, par exemple, quand j'étais gamine, je n'avais pas peur des orages. La violence semble plus importante qu'avant, non? C'est un ressenti. Je ne suis pas trop spécialiste du climat ou de la météo. Vous savez, souvent, l'année dernière, par exemple, il y a eu une très mauvaise année en agriculture, mais ça fait partie de la météo, ça ne fait pas partie du climat. Je sais pas, j'ai l'impression que oui, des impressions. Mais il faudrait regarder les statistiques de la météo. Mais vous avez parlé tout à l'heure de la fonte des glaces de l'Arctique, de l'Antarctique. Oui. On s'aperçoit, on dit que ça joue sur l'effet sur la montée des eaux. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Oh bah c'est pas dur, hein. Bon, c'est le bon sens. Si ça fond, ça fait 20 cm, d'après les mesures satellitaires. Moyenne. Par contre, je vous dis, comment le voir à travers des marées qui font 10 mètres et des vagues qui font 10 mètres, c'est le facteur qui va casser la... Plus. Oui, enfin, il y en a qui le voient quand même très bien. Ce sont les habitants de certaines îles en Polynésie qui sont directement menacés de disparition. Oui, mais 20 cm, c'est important chez eux. Ah ben voilà. 20 cm. Après, je ne peux pas vous le garantir. Pas été... Mais ça, le problème de la perception des phénomènes que l'on peut avoir, ça c'est quand même fondamental aussi. Parce qu'après tout, l'usine à vaches, pour les gens, les locaux, est-ce que c'est important? Est-ce que ça a un impact sur leur vie quotidienne? Ça pue. Comment? C'est pas grave. Oui, mais enfin, bon, ça pue. Non, ça pue pas plus que certaines autres fermes. Par contre, les impacts à long terme de ce genre d'agro-industrie, voilà, il faut les imaginer. La qualité de l'eau, toutes ces choses-là. La qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'impact au niveau de la santé. Biorésistance, ces antibiotiques-là. Ben voilà. Je vous appreuve de renseignements. Les antibiotiques dans le sol, par exemple. Mais là, il y a un problème pour que les gens réalisent finalement en quoi ça peut être négatif sur le long terme et dangereux. On réagit toujours à court terme. Après tout, le réchauffement climatique, tous les jours, si vous êtes... c'est pas criant. Je veux dire, pour nous, c'est pas criant. Voilà. Il faut aller dans une situation. Mais si on ne se prépare pas, donc, effectivement... C'est pas criant pour nous, mais les conséquences, on va les avoir. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'immigration économique. C'est pas d'immigration économique, c'est d'immigration de famine. Parce que le climatique, parce que les gens, ils n'ont plus à se nourrir, ils n'ont plus à vivre de l'activité du sol. Et il y a 2-3 jours, on a entendu qu'il y a un massacre qui s'est passé en Niger. C'est des éleveurs qui étaient attaqués, des agriculteurs. Parce que c'est des parcelles qui étaient par les grands financiers prises pour cultiver, sauf que les éleveurs n'ont plus de pâturage pour leurs bêtes. Donc ça arrive à des situations dramatiques où on devient assassin. Donc c'est pour ça, toute cette migration qui est actuellement, il faut dire, il y a les guerres dans le Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, mais il y a toute l'Afrique, où on dit c'est migration économique, et pour moi c'est pas économique. Parce qu'on a pris toute la richesse de l'Afrique depuis des années, et aujourd'hui on leur laisse quoi? Une misère, et le climat vient s'ajouter, donc il faut qu'on assume un jour ou l'autre la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ces pays-là. Grands quand même eux-mêmes à prendre nos mauvaises habitudes aussi. D'accord. Ils sont assez grands aussi pour prendre nos mauvaises habitudes. Voilà. Par exemple, un labourage en Afrique, c'est rédhibitoire, la terre elle est fichue au bout de 2-3 fois. On ne peut pas appliquer les choses. Donc quand ils vendent leur terre à des grands groupes,
qui viennent faire leur culture, tout ce qu'on veut, généralement, après, ils abandonnent, ils s'en vont. Mais... Et ils laissent une terre complètement... la terrine. Voilà. Enfin, bon, c'est intéressant quand même au niveau des pâturages, des prairies, nous, par rapport au futur parc naturel régional. Hein, quand dans la charte, on dit il faut préserver les prairies, il faut préserver les pâtures. Bon, je crois que c'est aussi ça, et c'est le sens de notre combat, nous, ICEN, c'est de dire, bon, chez nous, ça, pour nous, ça ne va pas dans la bonne direction. La bonne direction, c'est effectivement respecter les prairies et essayer de limiter. Il faut que chacun, dans son secteur, là où il est, il puisse... Il n'y a pas d'agriculteurs Il y a des agriculteurs ici. Trouver quelque chose à J'ai dire. un potager, mais... Non, potager, mais ça. Non, mais parce que quand on est aux affaires et qu'on vous paye du lait à pas cher, réchauffement climatique, c'est accessoire. Ah oui, c'est sûr. Oui, mais ça, c'est bon, un autre problème. Bah, c'est lié. C'est lié. C'est pour ça que quand c'est on le veut système qui est en cause. C'est Voilà. pas l'individu, c'est le C'est pas système qui est en cause. C'est le mode d'élevage, c'est le mode d'agriculture, c'est ça qui... C'est pour ça que nous, on demande une transition agricole où les agriculteurs ils soient aidés, même financièrement. Mais ça ne passe pas par les agriculteurs, ça passe par les lycées agricoles. Oui, aussi. Par le savoir-faire. Ouais. Parce que toujours comme l'école pour le... Ça change, hein, parce que moi, Oui, ça commence à changer. j'habite à côté de l'école de Genève, qui est réputée. Les choses ont bien changé. Voilà. Ça commence à venir... Vous savez qu'il y a eu un gros scandale là-bas. Comment ? Il y a eu un gros scandale. À la cantine, ils ont osé mettre au menu du bœuf polonais. Alors là, ça a été... Les gens réagissent. C'est bien, c'est... Voilà. Avant, ça n'aurait jamais fait. Du bœuf Oui, mais polonais. enfin, si c'est du bœuf polonais qui est bien élevé, Non. Ah ben non, mais ça empêche les producteurs Si t'as français, quand ça fait un une pataquès bonne dans vache la boîte du polonaise bio et tout, moi je... Ah oui, mais ça fait un pataquès. Ouais, mais ça rentre les gaz à effet de serre aussi, Oui, le transport, c'est tout ça. vrai. Transport, Voilà, transport que... Oui, encore que transport, les tout ça, Français effectivement. produits par les 1000 vaches qui Ouais. est transporté tous les En jours en Belgique, Il revient peut-être sous forme de crème. Peut-être, bon, ça c'est pas le bon circuit non plus. Hein. Mais là, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'entre l'économie, les climats et la santé, c'est toujours... Parce que l'économie, c'est un facteur, tandis que sur la santé, on va dire quelques milligrammes de ça, c'est pas dangereux, mais quelques milligrammes dans l'alimentation, quelques milligrammes dans l'eau, quelques milligrammes dans les produits cosmétiques, tout ça s'additionne. Ouais. Et c'est ça, c'est jamais pris en compte, c'est jamais étudié. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les médecins, ils crient un petit peu, parce que les conséquences sont là, et c'est des conséquences de génération. Ouais. Nous, à chaque fois qu'on a un problème de médicaments, c'est jamais sur la génération qui a consommé le médicament, c'est une génération derrière. Les enfants, ils ont des conséquences pour. Donc, et... Moi, je suis un convaincu. Là. mais... Et en médicament, celui qu'on ne prend pas. Voilà. Mais quand il faut, il faut. Voilà. Oui, bien sûr. Malheureusement, il y a des effets secondaires quand même. Hein. L'histoire du Viagra, quand même. C'était pas un médicament pour le cœur. Non, oui, Les bien grave. effets secondaires, C'est vrai. on est passé. Non, mais Bah ouais. parce que c'est vrai, il faut les comprendre, les agriculteurs, quand on parle. Parce que moi, à chaque fois que je parle avec eux, ils disent, mais les pesticides, c'est des médicaments pour la plante. Bah, je dis oui. Le problème, c'est de façon préventive. On ne donne pas des médicaments de façon préventive aux gens. Hein. Donc, et en plus, la plante, si elle est morte, on peut la cultiver. Mais l'humain, c'est différent, parce qu'on parle d'antibiotiques. Hein. Donc, le problème de l'antibiotique, on parle d'antibiotiques, c'est grave, mais on a plein de d'antibiotiques qu'on peut toujours s'en sortir. Il y a un gros problème, c'est l'antifongique maintenant. Ah, c'est parti. L'antifongique, on n'a que 2 molécules. Il n'y a que 2 molécules. Et c'est les mêmes qui sont utilisées dans l'agriculture. Donc le jour où on a une résistance à l'antifongique, c'est encore beaucoup plus grave que l'antibiotique. Mais c'est toujours politique, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler, il ne faut pas affoler les gens, il ne faut pas... Casser le business. Voilà. Oui, c'est ça. L'industrie pharmaceutique. Et là, il y a la définition des perturbateurs endocriniens. Je crois que c'est l'Europe qui est en train de discuter ça. Oui, mais
on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce que sont les perturbateurs endocriniens, sur quelles molécules, etc. C'est que comme la justice, hein, parce qu'il y a des lobbies derrière. Il faut cause la faisabilité, effet, donc si on ne prouve pas que c'est à cause de ça, on ne peut pas le dire. Voilà. Ah oui, il faut la cause. C'est ça. Ouais. Et la toxicité, par exemple, à long terme, vous savez très bien que tout est basé sur l'effet poison à court terme, les 50, voilà. Là. Voilà. Et que quand on se retrouve avec des choses comme l'amiante, on le savait tous, qui arrivait 30 ans après, bah, un produit naturel en plus. Voilà, un produit naturel. Oui, je vais en parler, mais vous savez, il y a tellement d'études qui sont faites. Dès qu'on arrive à la courbe, on commence à avoir des effets secondaires sur un médicament, on arrête l'étude, on est à 5 ans, c'est bon, hop, on lance. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on a vu que la courbe, ils en ont parlé avec Lucet sur le Crestor, c'était vraiment flagrant. La courbe elle a commencé à monter, bof, on arrête l'étude et on dit voilà les statines. On casse le thermomètre aussi là. Voilà, mais c'est pareil. Mais il faut lier ça avec l'attitude actuelle quand même aux États-Unis de Trump et de toute son administration vis-à-vis de la science, parce que là, il ne conteste plus simplement les résultats des recherches du GIEC et des scientifiques, ils veulent carrément casser le thermomètre. C'est-à-dire interdire aux scientifiques de faire leurs recherches. Donc c'est encore plus grave. On ne conteste plus les recherches, maintenant on interdit de faire les recherches. Bon, ça arrivera dans les zones tempérées vers 2030, il ne sera plus là. Après moi le déluge, hein, il y a pas plus d'un qui a déjà dit ça. J'espère qu'il sera plus là. Non mais Poutine c'est la même chose. Hein. Oui, mais et vous trouvez la même chose en France, n'ayez pas peur. Parce qu'il y en a quand même 40% en France. Hein. 35. Donc ici, on peut se tromper. 60 et 40. Non. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions ou observations à faire? Bon. Moi, je pense que... Bon, c'est vrai qu'on... C'est jamais assez, mais culturellement, on sent quand même qu'il y a une évolution dans la mentalité. Moi, quand je vois pour les particules fines maintenant, quand il y a des particules fines dans l'atmosphère, avant, on disait les voitures. Maintenant, quand on regarde la presse, même l'épandage est interdit. À 2 fois le feu, il a interdit l'épandage dans l'île de France, quand il y a eu des pics assez élevés. Donc, parce qu'avant, personne ne parlait de l'épandage dans les particules fines. C'était que les voitures, c'était le diesel. Ouais. Donc, je pense que même les politiques, ils ont pris ça en considération. Et il y a des voix qui se lèvent, on dit, on ne peut pas rester quand même sur cet tabou-là. Parce que c'est facile de dire qu'il ne faut pas chauffer les cheminées parisiens. Mais à côté de ça, on fait de l'épandage à des hectares et hectares. C'est vrai que c'est une autre question de business derrière. Bon, derrière la ferme des 1000 vaches, au départ, c'était quoi? Une affaire de business. Bon, c'était quelqu'un qui voulait faire prospérer son business et puis bon, gagner de l'argent en vendant d'électricité à EDF par l'intermédiaire d'un méthaniseur. Et puis bon. Non, mais c'est pas condamnable en soi. Mais je veux dire, c'est comment... Il ne s'est pas caché. Non, il ne s'est pas caché. Il est chouin industriel. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a quand même des mensonges et des hypocrisies qui peuvent aller très loin. Par exemple, le diesel. En Allemagne, en ce moment, Angela Merkel, elle est en train d'être appelée la chancelière diesel. Les Allemands, ils ne comprennent plus, là. Parce qu'ils avaient soi-disant les meilleurs diesels au monde, avec les grandes marques allemandes, BMW, etc. Et là, en Allemagne, il y a un phénomène, on est en train d'interdire aux voitures diesel d'aller dans les grandes villes. Alors là, les Allemands se posent des questions. Mais attendez, vous avez toujours dit que si on roulait en BMW, en Mercedes, etc., diesel, c'était propre. Et là, on n'a plus le droit d'aller en ville avec nos voitures. Il y a quand même un petit problème quelque part. Et les gens se demandent si on ne les a pas roulés dans la farine. Et en fait, bon, il est là le problème. Mais revenons à la fin de 2000 vaches. Ouais. Si on prend le dossier, le premier dossier en 2011 quand il est sorti, quand même, il y avait pourquoi on fait cette ferme-là, parce que dans chaque projet qu'on présentait au préfet, il faut quand même des points positifs. Et on peut dire que pour gagner de l'argent. Donc, dans les points positifs, c'était marqué qu'en regroupant les bêtes, parce qu'à l'origine, c'était pas on rachète des bêtes, c'était on regroupe les bêtes. Ils sont là, on les regroupe. C'est un effet bénéfique pour le gaz à effet de serre. C'est marqué noir et blanc. Et il y a moins de consommation de CO2. Voilà. Mais je vous promets, et c'est validé par les CPE.
Donc, les services de l'État. Vous prenez le dossier, l'étude qui était en 2011, par routier environnement de l'Oisement, c'est marqué comme ça. Pas suivre ce que je dis, hein. Ils vont voir leurs normes et puis ils vont appliquer les normes. Ben voilà, mais c'est ça qui est affolant. Ça veut dire que les services qui devaient normalement protéger la population... Oui, c'est une démarche verte. Voilà, c'est une démarche verte. Ça veut dire que c'était bénéfique pour l'effet de serre. Comme ça Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de méthanisation. Parce que la méthanisation, c'est vrai, elle a un effet vertueux, parce qu'elle valorise. Mais le jour où on va créer des déchets pour valoriser, ça devient complètement aberrant. Et aujourd'hui, tout le monde revient là-dessus pour ça. Parce qu'un méthaniseur valorisé sur place ces déchets, c'est très bien, sauf que l'investissement est coûteux par rapport à la rentabilité. Nous, quand on prend le dossier dès le début, pour faire fonctionner à 1 MW, il fallait ramasser les déchets à un rayon de 100 km. 120. 120 même. 120 Voilà. km. Donc quand on fait tout le tour, donc, je ne vois pas où est le bénéfice de la consommation de CO2. Donc attention aux manipulations Voilà. diverses. C'est pour ça que tous ces dossiers-là, bon, les services de l'État n'aiment pas ça, mais on n'a pas eu confiance, parce que moi je n'ai pas confiance dans les contrôles des services de l'État. Ils ne veulent pas. Voilà. Ils ne veulent pas comprendre. Hein? Ils ne veulent pas comprendre. Non, ils ne veulent pas D'abord, comprendre. on ne veut pas comprendre. Voilà. On leur dit surtout de comprendre d'une certaine façon. Il n'y a pas quelqu'un de la FNSEA, parce que je ne comprends pas comment ils arrivent à aller bloquer Lactalis alors qu'ils permettent de faire un truc qui va produire des quantités d'un lait, pas d'une qualité sanitaire certainement, mais pas forcément gustative. Et alors là, je n'arrive pas à comprendre. Ça fait baisser leur prix et ça leur a fait casser la figure. Mais non, mais les FNSEA, c'est dogmatique. Les FNSEA, on les a vus dès le début. J'étais avec Marc Dupont, et c'est pas toi Michel Technou? Ah bon, probablement. Au début, quand on avait le directeur de la FNSEA, on avait le président, mais ils avaient un discours que c'était, eux ne sont pas pour ça, c'était complètement, ils l'ont même lutté, c'est le financier qui vient, c'est pas le modèle qu'il faut et tout. Mais la FNSEA, il y a un problème, c'est quand des associations écologiques se mettent en place, ou des riverains se mettent en place, c'est plus opposition aux riverains, aux écologistes, qu'au mode d'élevage. Donc, en gros, c'est une position qui n'est pas compréhensible. Et ils ne sont pas pour Hamri. Je sais qu'ils l'ont combattu, parce que je sais qu'il est passé outre. Mais par contre, ils étaient des opposants à nous, farouchement, parce que les riverains doivent fermer leur gueule et pas la ramener. Et voilà, c'était ça. L'agriculture, c'est le domaine des agriculteurs. Vous ne connaissez rien, vous n'avez pas à la ramener. C'était ça le FNSEA. J'en Il y a viens. le crédit agricole derrière. Oui, je dis, il y a le lobby financier derrière et tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru depuis 2011? Oui. Comment c'est, parce que c'était pas gagné d'avance, c'est pas Ah encore bah non, gagné, ah bah non. mais comment se fait-il? C'est quoi? C'est un repère de Gaulois ici par Oui. rapport à Bugny ou quoi? Non mais, Je pense qu'il fallait oser à l'époque. Bon, vous êtes au début, hein, tous les deux, Voilà. enfin tous. Comment oui, vous tous. arrivez? Il y a une moyenne d'âge quand même, peut-être aussi. Bon, je sais pas, je me sens un Oui, petit peu oui, comme il de a Larzac. fait ça, Comme... oui. Non, mais je pense que ça joue, il y a une tournure d'esprit. Oui, non, Non. je ne pouvais pas le dire. Non, mais moi, je ne suis pas pour défendre un petit peu les jeunes qui ne peuvent pas s'opposer, parce que c'est du temps quand même. Hein. Ouais. Aujourd'hui, pour faire émerger un mouvement, quelque chose, il faut passer des temps, passer des heures. Ouais. Et moi, je le dis, si on n'avait pas des retraités qui passaient leur temps à faire ça, moi, franchement, à titre personnel, j'étais en activité, à un moment, on sature, on ne peut plus aller plus loin. Et demander aux jeunes qui travaillent de venir manifester le mercredi ou le samedi où il y a des enfants, c'est difficile. C'est notre système qui est fait comme ça. C'est notre système, il est On a fait. eu la chance d'avoir un groupe de jeunes retraités. Oui, mais il faut. suffisamment actifs. Du départ, hein. Mais moi, je tourne partout et je regarde. Hein. Les associations qui poussent, qui avancent et tout ça, c'est parce qu'il y a des générations différentes. Voilà, il y a des jeunes qui sont en plus scientifique dedans, il y a des retraités qui font fonctionner tous les jours. Donc, mais c'est difficile, c'est difficile. Mais par contre, on peut être fier de ce qu'on est arrivé, ce qu'on a C'est fait. connu dans le monde. Hein. Oui, monsieur. Alors, C'est vrai? C'est vrai. Rassurez-moi. Parce que je vais écrire à nos nouveaux ministres parce que vous avez résisté. et président de la République, j'allais dire, on est connu dans toute la France, je vais leur dire. Certainement Mais, comme des emmerdeurs, mais enfin. là, je vais rajouter notre dernier conférencier, Ouais, non, on l'a mais- dit dans le monde entier. Ouais, non, j'ai rien dit. Non, Comme emmerdeur. Mais fier de l'être. non. Ouais, bon.
Je voudrais, pendant que j'y pense, excuser l'absence de notre maire, Laurent Parcis, qui fait le tour des quartiers du village. Il a un alibi, celui-là. Voilà. Je voudrais Oui. saluer aussi, parce que M. Brémard m'avait dit qu'on pourrait peut-être inviter aussi les candidats aux législatives. Oui, non, mais c'est ce que j'ai fait. Oui. C'est ce que j'ai fait. Et on a quelqu'un ce soir, alors je voudrais... Madame On va pas dire du mal. Zatelli. Voilà, qui est dans la 3e circonscription. La circonscription de l'Essonne pour le mouvement France Insoumise. Voilà. Qui, dans son programme, bien sûr, tous ces problèmes sont largement repris et défendus, pour qu'on puisse, on est tout à fait en adéquation avec nos lycéennes, avec... Ça vous a semblé objectif, ce que j'ai dit? Oui. Je pense que j'ai défendu les vaches. Oui. Ils pour rien. Mais il faut de l'élevage. Mais oui. Non, mais les vaches Ah, mais oui. elles-mêmes, elles font du Il méthane. faut de l'élevage. Ah mais oui, mais ça, Ça se fera. Vous voyez, comme je- c'est juste naturel, après c'est la façon de faire. Oui. Enfin bon, comme vous êtes la seule, je voulais le signaler quand même, et puis vous remercier d'être venue ce soir. Voilà. Allez. Bon, c'est Merci, tout. cher ami. Merci à tous, et puis à la prochaine. Bon moment.